l'algorithme de la propagation en arrière. Donc, ce qu'on va essayer de faire, et ce que vous êtes en train d'implémenter, c'est d'initialiser aléatoirement les poids et les liés, toujours initialisation aléatoire. Et on va initialiser la dérivée de ce coût, la dérivée du coût par rapport à paramètre, donc delta WJK. JK, donc J, c'est au nombre de nœuds. Donc J, c'est au nombre de nœuds dans la couche suivante et K, c'est au nombre de nœuds dans la couche précédente. Et L, bien sûr, donc c'est l'indice de la couche. Et L, c'est pour dire les. Je vais initialiser ça à 0 et j'initialise aussi les biais à 0. Ensuite, exemple de l'ensemble d'apprentissage, ensemble d'entraînement. Pour chaque exemple, on va essayer de calculer toutes les activations. Donc ça, c'est la proposition en avant. Ça, c'est facile. Donc, combinaison linéaire, sigmoïde. Sigmoïde appliqué à la combinaison linéaire. Et là, donc, ce qui est bien dans le cours de l'apprentissage automatique, c'est si on comprend réseau de neurones, on est en train de faire en arrière vers tous les cours précédents. Pourquoi? Parce que réseau de neurones est basé sur tout ce qu'on a fait précédemment. Donc, sigmoïde, ça on a fait dans régression logistique. Fonction linéaire, on a fait dans la régression linéaire. Donc, on applique une propagation en avant, combinaison linéaire, multiplication des poids par les nœuds et application de la fonction logistique, de la sigmoïde. Ensuite, on va calculer le delta de la dernière couche va être différent du delta de la couche précédente. Pourquoi? Parce que le delta de la dernière couche, c'est le seul delta où on va utiliser la vérité terrain, où on va utiliser notre Y. Donc, delta de la dernière couche, ça va être donc 2 multiplié par la vérité terrain, donc delta J, le nœud J, donc J c'est le nœud J, donc activation vérité terrain du nœud J, donc si par exemple ma classe, donc si je suis sur une classification binaire, donc si je suis sur une classification binaire, donc j'ai ça, donc ça c'est la classe 1, ça c'est la classe 2 par exemple. Donc en fait, c'est la classe, donc si c'est une classe 1, donc ça va être 1, 0. Si c'est la classe 2, ça va être 1, 0. Donc, on va supposer ici que ma classe, c'est la classe 1. Donc, ça va être 1 ici et 0 ici. Et ça, c'est quoi? C'est notre Y. Donc, Y va être égal à 1, 0. Donc, c'est notre output. Et on va supposer, donc ça, c'est le premier, c'est la première classe. Ça, c'est la deuxième classe. Et ce qu'on est en train de chercher, c'est le premier delta, deuxième delta. Donc, delta 1, delta 2. Là, c'est l'activation. Donc, je vais supposer que j'ai quelque chose ici. J'ai plusieurs couches. Et là, je suis arrivé à la couche 4. Donc, ça, c'est la couche 4. Et ça, c'est la couche 3. Donc, delta 1 et delta 2. Delta 1 de la couche 4 va être égal à quoi? Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc, delta de la couche 4, qui est la couche de sortie, grand L, c'est la couche de sortie, c'est la vérité terrain moins l'activation fois 1 moins l'activation. Donc, en fait, si je cherche ce delta 4, donc ce delta 4 va être égal à quoi? Ce que j'ai ici. Donc, alors, ce delta 4 que j'ai coloré en bleu, vous voyez. Donc, ce delta 4 va être égal à quoi? Va être égal à la vérité terrain, donc 1, c'est relatif à la première classe. Donc, ça va être 1. Et je vais supposer que ce réseau a produit 0,3, 0,5, par exemple. On avait déjà dit que la valeur de l'activité
va être comprise entre 0 et 1, mais la somme de toutes les classes ne va pas forcément être égale à 1. Pourquoi? Parce que chaque nœud est indépendant des autres. 0, 3, 0, 5. Alors, donc on a dit que je prenais l'activation réelle qui est la vraie classe. Donc je vais 1 moins 0,3. Et ça, c'est cette valeur que j'ai là. Donc la vérité terrain moins l'activation de la dernière couche multiplié par 2. Donc je vais mettre un 2 ici. Multiplié par l'activation, donc 0,3. Multiplié par l'activation, donc 1 moins 0,3, donc fois 0,7. Et je multiplie tout ça et j'aurai la dérivée au niveau de ce point bleu. Je fais ça aussi pour le deuxième nœud. Donc, que je vais colorer en vert. Je fais ça pareil pour le deuxième nœud. Donc ici, pour le deuxième nœud, on avait dit que l'activation était égale à 0,5. Donc ça va être 2 multiplié par 0. Vous voyez ici que c'est un 0. La vérité terrain, maintenant c'est un 0. Pour la deuxième classe, c'est un 0. Donc ça va être 2 multiplié par 0 moins 0,5 fois 0,5 fois 1 moins 0,5. Et on aura delta 2. Donc, pour le moment, première étape, on a calculé de la dernière couche. Deuxième étape, on va calculer le reste des deltas. Donc, tous les deltas, delta 1 de la couche 3, delta 2 de la couche 3, delta 1 de la couche 2, delta 2 de la couche 2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre x. X, je ne vais pas lui calculer de delta, puisque x va être la première couche, et ça va être directement l'activation. Donc, c'est égal à quoi? Notre delta pour chaque nœud, à part la dernière couche, pour chaque nœud de toutes les couches, à part la dernière couche, ça va être la somme de delta K de la couche suivante, multipliée par le poids suivant, multipliée par l'activation elle-même de la couche que je suis en train de chercher, et du nœud que je suis en train de chercher, multipliée par 1 moins l'activation du nœud que je suis en train de chercher sur la couche que je suis en train de chercher. Donc, si je reviens sur mon exemple, je suis à delta 3. Je vais supposer, donc ici, j'ai un W que je vais appeler W11. Premier W, c'est ce premier W. Deuxième W que j'ai en vert va être W2, 1. 1, c'est pour dire le nœud de la couche précédente qui est le premier. Et 2, c'est pour dire le nœud de la couche suivante qui est le 2, le deuxième nœud. Donc, c'est pour ça que je vais appeler ça 2,1, W2,1. Donc, W11, W2,1. Et ce que j'ai en rouge, ça va être W2,1. Et le deuxième, c'est W22. W22. Ce que je veux chercher, c'est delta 1 de la couche 3. Delta 1 de la couche 3. Donc, c'est ce qu'on a ici en vert. Je vais encercler ça. Je vais mettre ça en vert. Donc, c'est ce que je veux trouver. Donc, double delta 1, 3. Je veux chercher ce delta. Delta 1, 3 va être égal à quoi? Je reprends ma formule. Donc, va être égal à la somme de delta K de toutes les couches suivantes. K multiplié par WK, J. Et ça, ce J est important. Pourquoi ce J est important? Parce que ce J va refléter ce J. Et si je suis sur delta J, je veux chercher l'erreur qui a été causée par delta J sur tous les nœuds suivants. Donc, je viens ici. Donc, delta 1. Delta 1 de delta 1, delta 1 a été utilisé, donc plutôt W11, on est en train de chercher delta 1. Donc, l'activation qui est à ce niveau, donc la dérivée de cette activation. La dérivée de cette activation, donc cette activation a causé une erreur dans tout ce qui est vert. Toutes les flèches qui sont en vert. Donc, tous les deltas qui suivent cette activation vont être prises en compte pour calculer la dérivée. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher la somme de delta
K, L plus 1 fois W, K, J. J ne va pas changer. Donc, ça va être, nos K sont au nombre de 2, vu qu'on a 2 nœuds dans la couche suivante. Donc, ça va être delta 1 de la couche 4, la couche suivante. Donc, delta 1 multiplié par WKJ. Donc, W1, je suis au premier delta, ici. Donc, delta 1 de la couche 3. Donc, le J va être 1 et ça va rester un 1 pour toute la somme. Donc, je reviens. Donc, si je cherche delta 1, pour résumer, je vais juste enlever ça. Alors, delta 3, donc ce vert, cette petite partie verte, delta 3, 1 va être égal à la somme de delta, tous les deltas qui suivent multipliés par le paramètre où le J ne change pas. Donc, ça va être delta 1, 4 multiplié par W 1, 1 multiplié par autre chose, multiplié par AJ fois 1 moins AJ. Donc, mon J est égal à 1, donc ça va être l'activation 1 de la couche 3. On a bien mis ici L. Donc, L, je suis en train de chercher le delta de cette couche L. Donc, ici, je vais mettre le même L. Donc, l'activation 1, J est égal à 1, multiplié par 1 moins l'activation 1. 1 moins A1. Bien sûr, ça, c'est la couche 3. Et ça aussi, c'est la couche 3. N'est-ce pas? Donc, c'est delta 1, 4 multiplié par W1, 1 multiplié par A1 de la couche 3, donc L avec L, donc 3 avec 3. Et ici, le 4 parce que c'est L plus 1. Et là, je dois rajouter la somme. Donc, plus K qui va aller de 1 jusqu'à le nombre de nœuds dans la couche suivante. Donc, ça va être delta 2, 4, multiplié par W, on avait dit K, J. Donc, ça va être 2, 1. Multiplié par l'activation, toujours, donc ça ne change pas. A1, 3 fois 1 moins A1, 3. Voilà. Et là, donc, on aura trouvé notre delta 1, 3. Delta 1, 3 qui est situé ici. Delta 1, 3, donc c'est quoi finalement? C'est le delta suivant multiplié par le paramètre qu'il a causé, plus le delta suivant de la deuxième classe multiplié par le paramètre qu'il a causé. Et je m'arrête, étant donné que je suis en train de chercher seulement ce delta. Si je cherche maintenant le delta 2, donc je vais utiliser ce qui vient après le delta 2 et ce qui est causé par delta 2. Je ne vais pas m'intéresser à ce qui est causé par delta 1. Donc, je refais la même chose. Et là, j'aurai besoin de votre aide. Delta 2, donc comment je calcule delta 2, s'il vous plaît? Alors, delta 2 va être égal à quoi? Delta delta 2 de la couche 3. Égal à quoi, s'il vous plaît? Je rappelle, delta 2, donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la somme de tous les nœuds qui suivent, de tous les deltas des nœuds qui suivent, multiplié par le paramètre qui sort de ce nœud. Donc, si je cherche delta de ce nœud, ça va être tous les deltas qui sortent de ce nœud multipliés par le poids aussi qui sort de ce nœud. Donc, ça va être égal à quoi, s'il vous plaît? Sachant qu'ici, ce que j'ai en bleu, c'est delta 1, 4. Ce que j'ai en vert, c'est delta 2, 4. Et ce qui sort ici, c'est delta 2, 1 et delta 2, W2, 1 et W2, 2, ce que j'ai en rouge. Delta 2, 3 sera égal à combien, s'il vous plaît? C'est très facile, c'est très très facile. Vous prenez juste les nœuds qui viennent après.
vous prenez leur delta, vous multipliez ces deltas par les W qui sortent de ce nœud en question, et vous multipliez aussi par l'activation. Alors, delta 1, 4, très bien, donc je prends delta 1, 4, OK, multiplié par W de 1. Bien, multiplié par W de 1, donc vous êtes d'accord. Donc, multiplié par W de 1, très bien. Donc, delta 1, 4 multiplié par W de 1. Delta 1, 4 multiplié par W de 1. Plus delta 2, 4, parfait, multiplié par W de 2. Très bien. Et là, on va tout multiplier par l'activation, fois 1 moins l'activation. Donc, l'activation qui sera A, 2, 3, fois 1, moins A, 2, 3. Très bien, on est d'accord. Donc, on a bien pris delta, W de 1. W de 1, c'est ce que j'ai ici. Plus delta de 4, c'est le deuxième, fois W de 2. Et le tout que je vais multiplier par l'activation fois 1 moins l'activation. Et l'activation, donc ça va être le J, le même J que le delta que je suis en train de chercher, et le L, le même L que le delta que je suis en train de chercher. Et donc, ce que vous voyez, ce qui est très intéressant dans la propagation en arrière, c'est que l'erreur qui a été causée par ce nœud, donc on va la récupérer à partir de tous les deltas qui suivent. Et si je répète ça avec un delta juste avant, donc si je veux calculer le delta ici, donc delta de la couche 2, donc delta 1 de la couche 2, je vais utiliser delta 1 et delta 2 de la couche 3. Je ne vais pas utiliser delta 1 et delta 2 de la couche 4, mais je sais que delta 1 et delta 2 de la couche 3 ont été calculés sur la base de delta 4. Donc en fait, delta de la couche 2 va être calculé en fonction de delta 3, qui va être aussi calculé, ou delta 3 a été calculé en fonction de delta 4. Donc, on va propager l'erreur qui a été causée par ce paramètre jusqu'à la fin de notre réseau. Madame, on pourra faire delta fois θ1, multiplication matricielle. Tout à fait. Oui, oui, on peut faire ça. On peut faire une multiplication matricielle et de cette façon, donc, on va calculer tous les deltas en un seul coup. Et on va bien sûr donc réduire les calculs. Enfin, réduire les calculs grâce à la force de la librairie qui, donc la librairie NumPy, qui est bien performante au niveau du calcul matriciel. Donc oui, Ahmed, bien sûr, on va utiliser, et c'est ce qu'on a fait en TP, si vous vous rappelez. Donc, dans le TP, vous vous rappelez, on avait dit grand θ transpose fois delta. Et grand θ, donc c'est tous les paramètres, tous les θ d'une couche donnée. Donc, on va les calculer en un seul coup. Donc, ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a dans le PowerPoint, sauf qu'ici, il y a calcul matriciel. Donc, on a calculé tous les θ en même temps, donc tous les W. Ici, on est en train donc dans ce que je viens de dessiner, on est en train de calculer chaque delta à part. Mais si je veux calculer tous les deltas en même temps, bien sûr, je vais utiliser le calcul matriciel et je vais multiplier tous mes W, ma matrice. Donc ici, votre delta, c'est une matrice, votre θ. Donc ici, votre θ, c'est une matrice et votre delta aussi, c'est une matrice. Donc vous voyez qu'il n'y a pas l'indice du nœud. Pourquoi? Parce que delta, c'est tous les nœuds. Donc c'est tous les nœuds de la couche 3. Et bien sûr, donc la dérivée de la sigmoïde, on sait que c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Donc les explications que vous avez en TP, c'est exactement les mêmes qu'on a ici dans le PowerPoint que je viens de vous partager. Voilà, donc une fois qu'on aura de chaque couche, pour calculer la dérivée du coût par rapport au poids, on va tout simplement multiplier ce qu'on a calculé comme delta
fois l'activation du nœud précédent, l'activation de la couche précédente. Donc, delta J, donc si je veux chercher, alors je reviens sur mon schéma, si je veux chercher la dérivée de W11, W11 de la couche 4, donc en fait, la dérivée du coup par rapport à W11 va être delta 1,4, ce qui sort de W11, multiplié par l'activation qui la précède, multiplié par l'activation de couche 3. Et c'est ce qu'on a mis ici. Donc, la dérivée de WJK de la couche L va être delta J, donc delta qui est directement lié à WJK de la couche L, multiplié par l'activation de la couche L-1. Je reviens encore une fois sur notre schéma. Donc, si je cherche la dérivée du coup par rapport à W11, 4, ça va être delta 4, donc la même couche, 4, 4, donc ça va être delta 4. On va multiplier par l'activation W1, ça sera l'activation que j'ai ici, donc l'activation 1, W1, donc ça sera 1, 3. Et ce qu'on a exactement ici, donc c'est JL. L'activation de K, pardon, l'activation K, L-1. Activation. Donc K, c'est le deuxième indice, c'est là qui me dit, donc le K, ça représente quel nœud je suis en train d'utiliser dans la couche précédente, et L, ça me dit sur quelle couche je suis. Et bien sûr, le biais, je ne multiplie par rien. Une fois qu'on aura calculé ça, on cumule ça dans mon grand delta, delta WJK. Donc ça, c'est mon delta final que je vais cumuler pour lequel soustraire à partir de WJK. Pourquoi? Parce que tout notre objectif de cet algorithme, bien sûr, c'est l'optimisation de notre fonction. Et comment on va optimiser notre fonction? On va l'optimiser en réduisant nos paramètres. Enfin, en réduisant, pas forcément en réduisant, mais en soustrayant la dérivée à partir du poids en question. Donc, j'ai le poids WJK. Pour trouver la nouvelle valeur de WJK, je vais prendre WJK précédent moins delta WJK. Voilà, donc je cumule delta WJK, on l'avait initialisé à 0, et pour chaque exemple, on va cumuler cette dérivée. L'erreur causée par ce W dans le coût, la dérivée du coût par rapport à ce W, on cumule par rapport à tous les exemples. Une fois qu'on aura fait ça, la prochaine étape, c'est la moyenne par rapport à tous les exemples. Alors ici, je pense qu'il y a une erreur, ça c'est un M, pas N. Donc 1 sur M, parce qu'on a dit qu'on a un exemple. Donc 1 sur M, et ici aussi, donc 1 sur M. Donc, on va moyenner ça sur tous les exemples de notre base d'apprentissage, une fois qu'on aura trouvé donc, la dérivée. Et enfin, ça vous connaissez, c'est la descente du gradient. Donc, nouveau W, c'est mon ancien W moins le learning rate, donc le taux d'apprentissage, fois la dérivée du coût par rapport à WJK. La dérivée du coût par rapport à WJK, c'est ce qu'on a calculé ici. C'est la moyenne de toutes les erreurs pour tous les exemples. Et on va répéter ces étapes jusqu'à convergence. Donc, on va définir un nombre d'itérations et on va boucler sur le nombre d'itérations et on s'arrête soit si le nombre d'itérations a été atteint ou bien si la dérivée, la nouvelle dérivée est exacte et la même que l'ancienne dérivée. S'il n'y a plus de changement dans la dérivée, donc on est arrivé au minimum local. Voilà, donc ça c'est juste, je voulais juste mettre un lien entre ce que je vous ai mis dans le PowerPoint et ce que vous avez dans votre TP. Donc c'est exactement la même chose. La seule différence qu'on a, c'est qu'ici, delta, on a utilisé le calcul matriciel. Donc delta ici, c'est une matrice et dans l'algorithme, c'est donc élément par élément. Donc exemple par exemple. Voilà, delta J, il y a un indice en bas. WJK, donc il y a un indice en bas. Alors, vous pouvez soit utiliser l'algorithme du cours, donc de la présentation, ou bien utiliser cet algorithme, c'est la même chose.
ici, on va juste utiliser le calcul matriciel, juste pour accélérer un petit peu les calculs. Sinon, on peut faire ça, donc poids par poids. Donc, faire une autre boucle, au lieu de faire un calcul matriciel, donc faire une boucle pour chaque paramètre de chaque couche. Voilà, donc 1 sur m, le delta, et ce delta, donc on va l'utiliser pour appliquer la descente du gradient. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait pour les réseaux de neurones. J'attends rapidement vos questions. S'il n'y a plus de questions, donc on passe aux machines à vecteurs de support. Et donc, je vous dis tout de suite, là-bas, le TP des machines à vecteurs de support, c'est un TP très basique. On va juste utiliser la librairie. D'accord? Donc, ce que je vous demande beaucoup plus, c'est juste de commenter, de faire un rapport, très important de faire un rapport pour juste comprendre l'utilisation de tous les paramètres dans les SVM. Donc, des questions par rapport au réseau de neurones avant de passer aux machines à vecteurs de support, s'il vous plaît? Ça va, c'est clair? Pas de questions jusqu'ici? Très bien, parfait. Parfait, donc on passe aux machines à vecteurs de support. Et là, donc, comme je vous disais, c'est un TP très simple. Je n'ai pas voulu vraiment rentrer dans les détails des SVM. SVM, moi, je trouve que c'est quand même une optimisation assez avancée, assez compliquée. Donc, on va pas essayer de l'implémenter, mais juste utiliser, mais essayer de comprendre le maximum, d'accord? On va essayer. L'objectif dans ce cours d'apprentissage automatique, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. On peut utiliser des algorithmes et quel que soit l'algorithme aujourd'hui, tout est disponible, les librairies sont disponibles, on peut utiliser n'importe quel algorithme et on peut avoir des résultats. C'est sûr qu'on peut atteindre de très bons taux de reconnaissance. On est en train de faire de la reconnaissance, de bonnes classifications, de bandes de régression. Mais si on ne comprend pas le pourquoi du comment, donc ça va être difficile de comprendre pourquoi tel et tel algorithme me donne de bons résultats et ça sera encore plus difficile de contribuer, c'est-à-dire de proposer quelque chose de nouveau. Si on veut aller plus loin qu'un simple utilisateur qui ne sait même pas pourquoi il est en train d'utiliser tel ou tel paramètre et pourquoi on utilise les réseaux de neurones au lieu des machines à vecteurs de support et pourquoi on utilise les machines à vecteurs de support avec ce paramètre sigma, ce paramètre C. Donc, on n'est pas vraiment un expert d'apprentissage automatique. Donc, c'est pour ça que même si on ne rentre pas dans les tâches de support, on a quand même besoin de comprendre comment choisir nos paramètres et comment ça fonctionne, même si grossièrement. Donc, ce TP, pour le TP des machines à vecteurs de support, donc on revient à un petit exemple, pas très compliqué, donc un petit peu d'apprentissage avec deux caractéristiques. Donc, on a 863 exemples d'apprentissage, deux caractéristiques, troisième colonne, bien sûr, donc c'est nos étiquettes. C'est une classification binaire, donc c'est 1 ou un 0. Voilà, on commence par préparer nos données. X, c'est nos données. Y, c'est nos étiquettes, qui est dans la dernière colonne. Et donc, voici nos X, voici nos Y. Et ce qu'on veut faire, c'est d'essayer l'algorithme des machines à vecteurs de support avec différents noyaux. Le noyau linéaire, là où on ne transforme pas encore nos données. Le noyau gaussien, on appelle ça aussi Radial Basis Function, donc RBF. Et le noyau polynomial. Donc, le noyau polynomial qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait durant le cours de la régularisation, si vous vous rappelez. Donc, on s'était amusé à créer un polynôme de degré 7, je crois. Et donc, on avait créé de nouvelles caractéristiques. Et on a vu, durant le cours des machines à vecteurs de support,
en utilisant un noyau, lui-même se charger, allait lui-même se charger de créer les nouvelles caractéristiques. Donc, on n'allait pas forcément nous-mêmes définir le degré du, enfin, si le degré du quantum, mais on n'allait pas nous-mêmes définir quelle caractéristique on devait élever à quelle puissance, mais ça a géré avec les machines à vecteurs de support, avec l'algorithme. Et on avait dit que l'algorithme allait donc se baser sur les exemples d'apprentissage pour la création de nouvelles caractéristiques. Donc, première chose à faire, c'est le C. Quoi le C, s'il vous plaît, si vous vous rappelez? Que représente le C dans les machines à vecteurs de support? On en avait déjà parlé et on avait fait un petit peu le rapport avec la régression logistique. Que représente le C? En fait, c'est écrit, hein, c'est écrit juste à côté de vos yeux. Que représente le C et quel est son effet, s'il vous plaît? Le C, vous vous rappelez, si je reviens sur notre présentation, donc si vous vous rappelez, on avait mis le coût de la régression logistique de côté et on avait transformé un petit peu ce coût pour définir le coût de la machine à vecteurs de support. Et ce qu'on avait fait, on avait sorti le lambda, qui est notre paramètre, notre terme de régularisation. On avait sorti aussi notre M et on les avait remplacés par notre C. Et on avait dit que le C, ça allait être 1 sur M. Et ce qu'on avait aussi fait, c'était l'élimination, carrément éliminer le M. Et on avait dit que lorsque on voulait minimiser une fonction, donc si je veux par exemple éliminer une fonction par rapport à θ, donc si je minimise une fonction de θ, la valeur de θ qui va minimiser cette fonction va être exactement la même valeur que si je minimise m fois f de θ. Donc minimisation de θ, le θ que je vais trouver comme valeur optimale va être le même cas que si je multiplie la fonction par un certain chiffre, un certain m. Donc c'est pour ça qu'on avait éliminé le m ici, donc élimination du m, et on avait extrait le lambda, et on avait remplacé donc 1 sur lambda par un certain paramètre qu'on avait appelé le grand C. Donc, c'est égal à 1 sur lambda. 1 sur lambda, ce lambda, qui est exactement le même lambda qu'on avait utilisé pour la régularisation dans la régression logistique. Bon, répondu à ma première question, mais vous allez devoir répondre à la deuxième question. Quel sera le fait de C si C est grand et si C est petit? Quel sera son effet? Si C, c'est un paramètre de régularisation, il y a le rôle du lambda qu'on avait utilisé. Mais C maintenant est égal à 1 sur lambda. Et là, c'est le même paramètre de régularisation. Donc, si notre C est grand, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Par rapport à la régularisation. Est-ce qu'on part vers un surapprentissage ou un sous-apprentissage? Alors, lambda grand est égal à C petit, bien, c'est ça la logique, vu que C c'est 1 sur lambda, C est grand, les lignes ne seront pas calculées sur le graphe. Les lignes ne seront pas calculées sur le graphe. Quelle ligne? مدام كالكي ماشي كالكولي ما يجوش شغل Calqué. Ah, très bien, très bien. Oui, bien, bien. Oui. Elles ne seront pas calquées, très bien. Donc, en fait, c'est la régularisation. Et ça, c'est lorsque C est grand. Effectivement, donc lorsque C est grand, ça veut dire que lambda petit
Et si lambda est petit, donc on est en train de donc on n'est pas vraiment en train de calquer notre fonction sur nos exemples et sur nos paramètres. Donc, on est en train de donner moins de poids à nos paramètres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit dans la régularisation. Donc, si je reviens sur la régression logistique, lorsque mon lambda est grand, donc je suis en train de donner moins de poids et je suis en train d'aller à un sous-apprentissage. Donc, je suis en train de donner beaucoup moins de poids à mes paramètres et donc à mon ensemble d'apprentissage. Donc, la fonction que je suis en train de définir n'est pas forcément calquée sur mes exemples d'apprentissage. Par contre, lorsque lambda est petit, donc je suis en train de tomber sur un algorithme sans régularisation. Donc, lorsque je ne fais pas de régularisation, je suis en train de trouver une fonction qui soit calquée exactement sur mes exemples d'apprentissage. Donc, je suis en train de me rapprocher vers un surapprentissage. Donc, mon algorithme d'apprentissage est en train d'apprendre sur seulement ces exemples. Et il n'est pas en train de se régulariser. Et si je reprends avec C, donc ça va être exactement l'inverse. Étant donné que C est égal à 1 sur lambda, donc lorsque C est grand, C veut dire que lambda est petit. Donc je suis en train de passer vers un sous-apprentissage. Je ne suis pas en train de donner un poids, je suis en train de pénaliser mes paramètres. Lorsque C est petit, c'est-à-dire lambda est grand, donc je suis en train de pénaliser mes paramètres. Donc, je suis sur un sous-apprentissage. Pénalisation, grosse pénalisation, sous-apprentissage, petite pénalisation ou pénalisation du tout, je suis sur un surapprentissage. Très bien, donc c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et justement, c'est ce que vous devez voir en changeant le paramètre C. Alors, on avait dit qu'on allait utiliser une fonction prédéfinie de sklearn. Donc, SPC, je vais commencer par déclarer mes noyaux. Donc, les noyaux, donc, utilise kernel linéaire, je peux faire une séparation linéaire des données en utilisant les méthodes avec le support. Ça marche, donc, le linéaire marche, et il marche lorsque mes données sont linéairement séparables. C'est-à-dire que si j'ai des données comme ci, une seconde. Donc, ça. Mes exemples positifs en cercle, mes exemples négatifs en croix. Et là, je vois que mes données sont linéairement séparables. Donc, le noyau linéaire peut être utilisé lorsque mes données sont linéairement séparables. Si mes données ne sont pas linéairement séparables, donc si j'ai quelque chose comme ceci, là, donc, une ligne ne va pas forcément séparer mes données, mais j'aurai besoin d'une fonction probablement polynomiale qui puisse me séparer mes données. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, on va commencer par utiliser un noyau linéaire d'abord, voir si ça peut nous donner des résultats, si nos données sont linéairement séparables. On utilisera aussi, on va tester un noyau gaussien, donc le noyau gaussien, on avait dit c'est RBF, Radial Basis Function, un noyau polynomial, et donc ici, donc la dernière ligne, donc c'est aussi un noyau linéaire, c'est de voir la différence entre les deux. Alors, tout ce dont on a besoin de faire, donc, tout ce dont on a besoin de faire dans les machines à vecteurs de support, c'est d'appeler ce fit. Et vous vous rappelez, ce fit, c'est ce qu'on avait utilisé durant notre tout premier TP. On a utilisé fit to fit data, donc pour faire l'apprentissage.
Maintenant, donc, on va essayer de comprendre pour déjà les SVM linéaires. Je sais que si je suis SVM linéaire, un noyau linéaire, donc je suis en train d'appliquer, comme on avait déjà appris, quelque chose qui ressemble à la régression linéaire ou régression logistique. Donc, régression logistique, c'est juste une fonction logistique qu'on applique sur une fonction linéaire. Donc, dans notre fonction linéaire, on avait bien sûr un biais, intercept, et un W qui sont nos paramètres. SVM va aussi calculer ça, il va aussi nous donner une fonction hypothèse, la même chose, donc fonction hypothèse, avec θ0 et θ1, donc W ou nos θ, donc ça va être θ0 et θ1, et intercept, et le biais, donc 1 moins 1. Donc, pour appeler ça, lorsqu'on est sur un noyau linéaire, on peut afficher nos coefficients qui sont nos θ, donc avec la fonction coef. Donc SVC c'est notre machine à vecteur de support, c'est notre algorithme, et il y a des paramètres. Donc premier paramètre, c'est les coefficients, deuxième paramètre, c'est le intercept. On peut aussi afficher une séparatrice, et ça, donc, on avait demandé ça pour la régression logistique, je pense, et pour plusieurs TP, et régression linéaire aussi. Et il y a un bon ensemble d'étudiants qui ont bien trouvé la solution et qui ont pu bien afficher la decision boundary, donc la limite de décision. Pour afficher la limite de décision, lorsqu'il s'agit de SVM linéaire, donc on peut appliquer exactement la même fonction que vous avez déjà utilisée pour l'affichage de la limite de décision dans les TP précédents. Donc notre W, donc W a deux valeurs. Donc première valeur, donc θ0, plutôt θ1 et θ2, étant donné qu'on a deux caractéristiques, et le biais. Donc comment on dessine la limite de décision? Donc on sait que pour dessiner un segment, pour dessiner une ligne, on a besoin de seulement 2 points. Si on a un point, on aura une infinité de lignes, mais si on a 2 points, on a une seule et unique ligne. Et bien sûr, plusieurs segments. Donc, on va utiliser ça et on va essayer de chercher la valeur minimale de x et la valeur maximale de x, x1, et on va chercher, en utilisant notre hypothèse, quelle sera la valeur de x2. Donc, x1 min, x1 max. Donc, je vais juste prendre le minimum de x de la première colonne. Donc, c'est la première caractéristique. Et le max de la première caractéristique aussi, de notre x. Pour x2 min, x2 max, donc ça va être lié à x1. Donc, ce qu'on sait, si je reviens sur notre fonction, on sait que h θ de x égale à θ1 x1 plus θ2 x2 plus θ0. Dans notre ligne séparatrice, on va mettre ça à 0. Pourquoi? Parce que je sais que pour diviser mes données, la ligne séparatrice qui va me diviser mes données va être la ligne séparatrice qui est exactement au milieu. Et je sais que ce que j'aurai ici, ça va être supérieur à 0,5 et ce que j'ai ici va être inférieur à 0,5. Donc 1,5. Mais donc, ce qu'on va utiliser, ce sera beaucoup plus. Donc, utilisation de la ligne séparatrice qui est égale à 0, à exactement 0. Donc, si je mets ça à 0, je peux trouver x2 en fonction de x1. Donc, x2 va être égal, donc je ramène θ1 sur θ0 x1
moins θ0. Non, θ2 et ça sur θ2. Voilà, donc j'ai juste ramené donc x2 qui est égal x2 en fonction de x1. Pourquoi? Parce qu'on a nos x1. Et on va calculer ça. Donc x2 min, x2 max. Donc on va prendre x1 min. Alors, donc ça va être w, donc ça c'est θ1 multiplié par x1 plus le biais, le tout divisé sur θ2, donc w01. Et la deuxième coordonnée, bien sûr, c'est exactement la même formule qu'on va appliquer sur x1 max. Et de cette façon, donc on aura trouvé x2 min et x2 max en fonction de x1 min, x1 max, en utilisant les paramètres de notre fonction, les paramètres de la fonction hypothèse qui a été calculée par les machines à vecteurs de support. Et donc ça, c'est exactement ce que vous allez utiliser, ce que vous avez déjà utilisé pour la régression logistique. La régression linéaire, notamment pour deux variables. Et là, donc, on va tout simplement dessiner nos x, dessiner notre ligne, donc plt.plot, x1 min, x1 max, x2 min, x2 max. Donc ça, c'est le premier point, et ça, c'est le deuxième point. Et on va dessiner un segment ou une ligne qui va lier le premier point au deuxième point. Et voici notre ligne séparatrice. Donc, c'est ce qui a été obtenu par les machines à vecteurs de support avec un noyau linéaire. Et on voit bien que nos données ne sont pas linéairement séparables. Et donc, la ligne n'est pas très intéressante pour séparer nos données et n'est pas intéressante. Donc, le noyau linéaire, les machines à vecteurs de support avec noyau linéaire n'est vraiment pas intéressante. On passe maintenant au noyau gaussien et on essaie d'afficher donc la même ligne séparatrice. Pour afficher la ligne séparatrice, donc on fait exactement la même chose, mais maintenant, du moment que notre fonction n'est pas une fonction linéaire, donc on a besoin d'utiliser quelque chose qui n'est pas linéaire pour l'afficher. Et quelque chose qui n'est pas linéaire, donc on va essayer d'avoir un nuage de points, donc un ensemble de points entre une valeur minimale et une valeur maximale, et un saut donc entre elles, donc np.line space, ça c'est une génération de points équidistants. Donc c'est des points où la distance entre chaque deux points est la même. Donc on aura des points de moins 1 jusqu'à 100 avec une séparation de 1,5. Je crée des A, des B, et ça c'est l'équivalent de x1 et de x2, et on va essayer de chercher notre z qui est pareil, notre fonction hypothèse. Et notre fonction hypothèse qui va être la prédiction en utilisant les paramètres qu'on a trouvés. Donc, notre SVM, on l'a appelé SVC, RBF SVC, donc c'est pour dire le noyau gaussien, le SVM du noyau gaussien, point predict, là on va essayer de chercher notre hypothèse en utilisant les paramètres qui ont été trouvés par le noyau, par les machines à vecteurs de support avec noyau gaussien. Et à ça, on va donner quoi? On va tout simplement donner les deux x1 et x2. Donc B, donc A et B. Donc on aurait pu ici aussi appeler x1 et x2, A et B, c'est pareil. Et on a trouvé donc notre Z. Et là, donc pour chaque A et B, pour chaque x1, x2 de tout ce nuage de points qu'on a créé, on a trouvé une fonction hypothèse. Et là, on va simplement dessiner en fonction, donc ce Z, en fonction de A et de B. Et Z, bien sûr, il a été calculé en utilisant la prédiction, donc en utilisant la fonction hypothèse. Et on aura quelque chose, une limite de décision qui va ressembler à ceci. Voilà, je pense que c'était tout. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Min X, max. Bon, ça c'était juste pour changer les axes.
Voilà, donc la limite de décision, et on voit quand même qu'elle n'est pas vraiment, qu'elle n'est toujours pas très intéressante par rapport à ce qu'on est en train de chercher. Un autre ensemble de données est là, donc ce que je vous propose, c'est de comparer ce qu'on a fait et ce qu'on a fait précédemment pour le dessin de la limite de décision avec ce qui a été proposé sur ce code. Et là, je pense que je vous ai mis normalement je vous ai normalement mis le lien, donc le lien que vous avez ici. Donc, encore une fois, ce TP va beaucoup plus concerner une compréhension, et c'est pour ça que je demande beaucoup plus de faire un rapport, pas forcément beaucoup de programmation, mais surtout un rapport de comment choisir et qu'est-ce que vous avez compris de tout ce qu'on a vu dans les machines à vecteurs de support. Donc, je vous propose d'aller consulter le lien d'où j'ai pris cette portion de code. Donc, pour cette portion de code, on a un autre ensemble de données et on a affiché, donc il y a eu pareil, donc un apprentissage avec une machine à vecteur de support et le dessin de la limite de décision avec Mesh Grid, donc pareil le nuage de points. Et donc, il y a eu utilisation directement de decision function. Il y a utilisation voilà, de la fonction decision function. Et ensuite, donc, du contour, le même contour qu'on a utilisé, mais avec donc un calcul différent, donc notre Z qui est différent. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait, mais on a un dessin différent. Et voici le dessin, donc avec les vecteurs de support. Donc tout ça, donc tout ce qui est décidé, normalement, c'est les vecteurs de support qui ont été utilisés. Donc ce que je vous propose, c'est essayer de voir si vous pouvez, donc à partir de nos données, essayer d'arriver à quelque chose qui ressemble à ceci. Donc une fonction qui ressemble à ceci avec les machines à vecteurs de support. Donc soit avec un noyau gaussien, soit avec un noyau polynomial. Donc, essayez de vous rapprocher de ce graphe, de cette limite de décision. Voilà. Alors, je vais juste... Voilà, donc ça, c'est le lien où j'avais pris normalement la portion du code. Et ici, donc, on dessine aussi, il y a justement le dessin des vecteurs de support. Où est-ce que j'avais vu l'exemple? Bon, ça c'est intéressant, c'est pour voir les vecteurs de support qui ont été utilisés pour calculer la marge optimale. Donc, on parle de séparateur à large marge. Donc, SVM essaie de séparer les données en maximisant la marge entre les données de différentes classes. Donc, vous avez tous les fondements mathématiques qu'on a vus en cours ici. Peut-être un peu plus. Et vous avez donc comment dessiner les vecteurs, les vecteurs de support. Voilà, donc ce qui est demandé pour ce TP, c'est comprendre, surtout comprendre, faire un rapport, c'est très important le rapport pour ce TP, et donc le rapport qui va contenir votre compréhension et essayer de vous rapprocher de ce que vous voyez ici, de, de la limite de décision qui va mieux séparer. Donc comment on va essayer de se rapprocher de ça? Donc manipuler vos paramètres. Donc, essayez de changer les paramètres et essayez de voir la différence et de comprendre pourquoi tel et tel paramètre est en train de donner une chose meilleure. Voilà, je pense que ça va être un TP assez léger
qui va beaucoup mieux vous renforcer votre compréhension des machines à vecteurs de support. Voilà, je pense que c'était tout pour le TP des machines à vecteurs de support. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ce que je voulais dire aussi par rapport aux machines à vecteurs de support, et ce qu'on avait vu en cours, si je reviens sur le cours. Très bien. Le lien de quoi, Ahmed? Quel lien? Oui, Mohamed, rapport pour ce TP. Vous n'avez pas beaucoup de manipulations à faire sur le code. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez sur le code, mais ça sera beaucoup plus un rapport de compréhension. Je veux que vous compreniez les machines à vecteurs de support et vous rapportez ce que vous avez compris, tout ce que vous avez compris. Et même s'il y a des questions à l'intérieur, vous pouvez les mettre aussi dans le rapport. Alors, Ahmed, le lien. Alors, le lien, je l'ai mis ici, Ahmed. Regardez, je ne sais pas comment afficher. J'ai mis lien href est égal à http scikit-learn. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas sur le Markdown. Donc, si je fais ça, le lien disparaît. Pourtant, j'ai mis un href. Donc, voici le lien. Link égale à href. Donc, double-cliquez. Vous allez le trouver à l'intérieur. Mais je sais pas pourquoi HTML ne marche pas. Donc, la balise HTML ne marche pas sur le Markdown. Normalement, tout ce qui est sur Jupyter est du HTML. Mais ça, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu marcher. C'est du LaTeX. En fait, c'est du LaTeX et du HTML. C'est fou. C'est pas que du LaTeX. Pour les formules, oui, c'est du LaTeX avec entre dollars. Mais pour les liens, mais pour par exemple les dièses, ok. Donc je vais essayer de voir ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans. Yanis, vous m'avez envoyé le lien de Google, non? Je n'ai pas compris. Texte, lien. Texte, lien. Ah, ok. Je vais mettre entre crochets. Yanis, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Voici la syntaxe pour les liens Markdown. Entre crochets, vous voulez dire? Au lieu de faire link href, oui, on va mettre texte entre parenthèses lien. OK, let me try. C'était ici. Alors, lien href, je ne fais pas ça. Je vais mettre texte lien entre parenthèses. OK. Si je prends ça. OK. Bon, texte. C'est juste pour essayer. Hein. Est-ce que ça va marcher? Non, ça ne sort pas en tant que. Là, j'ai enlevé un H, HTTP. Non, je pense pas. Ah, et moi, je voulais que ça soit directement. Oui.
Alors, non, j'ai mis texte juste pour dire. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça et je vais le mettre ici. OK. OK, bien. Donc, mais du coup, ça met pas un. Ça va mettre tout le lien. C'est pas comme si, par exemple, je mets euh, article et je clique sur, par exemple, ce que je veux dire, c'est que ce que j'aurais aimé faire, c'est par exemple mettre un lien cliquable, c'est-à-dire je n'aurai pas toute l'adresse, mais j'aurai juste lien. Et je clique sur le lien et j'aurai un lien cliquable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. وي مدام علاش ما تجيش تاع من قبيل برك كتبي لو تاك كيما قالوا لك كيما هذيك تاع لينك اشغاف تكتبي لادغاس من بعد داخلها تكتبي اونتر لا باليز هذيك تكتبي لو تاك زعما. D'accord. Attends, d'accord, je vois euh, le texte. Donc, je vais essayer de prendre ça. Ok, très bien, très bien. Donc, je vais faire ça. Il y a un moment. Alors, href égale http, lien vers Google. Donc là, la balise s'ouvre. Non, il n'y a pas de balise ici, directement. Ah, href égale URL. يا لو باليز لا باليز مدام. Il y a la balise. Il faut mettre link au début, وي مدام si on لينك fait ça. اسباس جوست زيدي لينك مدام. زعما Link avant. Attendez, لينك attendez, افون. attendez, attendez. Link avant href. وي مدام. خارج la balise. Donc link, ah oui, parce que بدينا كملنا balise link, donc نبداو balise link. D'accord. دوكا Lien نحيها vers Google. القوس Voilà. هذاك مازال كاين اونتر. وش خصنا؟ قبل الاشغاف مدام. قبل href وش خص؟ يا نورمالمون نفتحوا نديروا هذا قوس تاع اصغر من بعد نديروا اشغاف وهذيك. شاكك لينك ما نديروا لها سلاش يا اخي سي بور لا فان نو. Attends, je vais l'écrire maintenant. ahref égale URL. Attendez voir. ahref. Ah bah c'est bon. Cool. Thank you. Thank you. Very good. Est-ce que j'ai tout vu? J'ai tout vu. Ça donnera le résultat. Très bien. Lien vers Google. Parfait. Very good. Donc là, je vais mettre le lien peut vous aider. OK. Et où est-ce que je vais le mettre? Voilà. Et on va prendre ça qu'on va mettre sur le lien. Là, c'est bon. Normalement, on est bon, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour avoir tout le lien. Et ça, c'est pour avoir juste le lien cliquable. Good.
Pourquoi ça ne s'est pas fermé? Link. لازم Bon, en تخلص tout cas, comment? لازم تخلص بان ا ماشي بان لينك. ديبي تاع باليز تبدا ا تخلص ا اني باغتك. وي مادام هنايا هذيك تاع اللينك البروميير، هذيك تاع اللينك الخضر، هذيك لا اون فار، Eh, هذيك نحيها مادام. elle dit on doit l'enlever. سي Ok, جوست هكذا خليها كيما نحي برك هذيك تاع اللينك au moment ça marche. very good. Very good. Ok, c'est bon. A href égale donc le lien peut vous aider ou bien, très bien. Ah ben, j'ai appris quelque chose avec vous aujourd'hui. Parfait. Des questions jusqu'ici sur les machines à vecteurs de support? Ce que je voulais rajouter aussi, je reviens sur les SVM très rapidement. Dans les SVM, on avait parlé de la fonction du coût. Et ensuite, on avait dit que, donc, dans la fonction du coût, je reviens rapidement. Donc, ici, on avait dit que lorsque y est égal à 1, on aurait cette partie où le coût se rapprocherait de 0. Et lorsque y est égal à 0, le coût serait minimum lorsque z est inférieur à moins 1. Donc, lorsque z est supérieur à 1, z, c'est quoi? C'est la fonction linéaire. Et ce qu'on a sur l'axe des y ici, c'est notre coût. Et je sais que le coût sera une fonction de la logarithme. Et la logarithme ressemble à ceci. Donc, le trait que vous voyez en noir. Si vous vous rappelez, durant le cours du 24 avril, on avait dit qu'on voulait rapprocher le coût par ce lien rouge. Donc, ce lien rouge va essayer de rapprocher le coût. Et donc, ça sera une approximation. Et donc, lorsque notre z, qui est notre fonction linéaire, serait supérieur à 1, notre coût serait égal exactement à 0. On a juste fait une approximation. Et lorsque z est inférieur à moins 1 et y est égal à 0, le coût serait égal à 0. Donc, à partir de là, ce qu'on avait dit, on avait déduit cette règle. Lorsque la fonction θ, qui est notre z, qu'on a vu tout à l'heure, est supérieure à 1 et y est égal à 1, donc c'est la minimisation de notre coût. Donc, la minimisation, ça c'est le coût, et la minimisation du coût va arriver lorsque y est égal à 1, forcément, on a besoin que la fonction linéaire soit supérieure à 1. Et lorsque y est égal à 0, forcément, on a besoin que la fonction linéaire, donc θ transpose fois x, soit inférieure à moins 1. Et ça nous ramène à quelque chose, à une formule qui ressemble à cela. Et cette formule, c'est quoi? C'est exactement cette formule. Donc, θ transpose fois x, c'est exactement équivalent à P multiplié par la norme de θ. P, c'est quoi? C'est la projection linéaire. C'est une projection de x sur θ. Et ça, on doit l'expliquer très rapidement. Donc, imaginez que vous avez ça. θ transpose fois x. θ transpose fois x. Donc, je vais imaginer que ça, c'est θ. Et je vais imaginer que ça, c'est mon x. Donc, ça, c'est x. Et ça, c'est θ. Ce que je suis en train de chercher lorsque je fais θ transpose fois x, c'est une combinaison linéaire de x multiplié par θ. Donc, c'est ces deux valeurs. Donc, je vais dire que ça, c'est x1 et ça, c'est x2. Et ça, c'est θ1. Ça, c'est θ2. θ transpose fois x, c'est θ1 fois x1 plus θ2 fois x2. Donc, c'est θ1, θ2 transpose fois x1, x2. Donc, c'est ligne fois colonne. Donc, ça me donne θ1 fois x1 plus θ2 fois x2. En mathématiques, ça s'appelle the dot product. Dot product de θ fois x. Et quelque chose dans les mathématiques nous dit que
dot product de θ fois x est égal à la projection de x fois θ. La projection de x fois θ, c'est quoi? C'est ça. Donc, je prends mon x et je vais le projeter, projection orthonormale. Donc, zawiya qa'ima ici. Donc, un angle droit. Et donc, ça, c'est ma projection. Plutôt ça, pardon. Je vais faire ça en vert. Donc, ça, c'est la projection. C'est la projection orthonormale. Donc, en fait, θ transpose fois x, qui est dot product de θ fois x, c'est exactement la projection de x sur θ. La projection de x sur θ, la projection de x fois θ, pardon, donc multiplié par θ. Donc, ce vert avec ce vert. Donc, cette multiplication. P, c'est un scalaire, et θ, c'est un vecteur. Donc, P fois θ1 et P fois θ2. Et ce que c'est en train de nous dire, cette formulation qu'on est en train de voir, donc P fois la norme de θ et P fois la norme de θ, donc la norme de θ qui va devenir un scalaire. Donc, la projection fois la norme de θ doit être supérieure à 1 lorsque y est égal à 1. Et bien sûr, donc si je reviens ici, donc cette projection va devoir être supérieure à 1 lorsque j'ai des exemples positifs et doit être inférieure à moins 1 lorsque j'ai des exemples négatifs. Donc lorsque mes y sont négatifs. Donc les θ qu'on a vus, et c'est pour ça qu'on appelle ça des machines à vecteurs de support, les vecteurs de support donc, nous viennent de decision boundary. Decision boundary, c'est des autres que nos θ. Et cette decision boundary va essayer de maximiser cette distance entre mes exemples et la decision boundary qui est basée sur les θ. Et là, les exemples, c'est des x. C'est nos x avec la classe positive et la classe négative. Donc, lorsque la classe est positive, ce P doit être forcément supérieur à 0. Et lorsqu'ils sont des exemples négatifs, ça doit être inférieur à 0. Donc, la multiplication va être inférieure à 0 ou bien à moins 1. Et c'est ce qu'on a ici, donc inférieur et supérieur. Donc, ça, c'est juste les mathématiques qu'il y a derrière la projection et pourquoi on appelle ça des machines à vecteurs de support et pourquoi on a des vecteurs et pourquoi on a cette contrainte. Donc, cette contrainte, ce P qu'on a là, c'est l'équivalent, c'est exactement le même équivalent que j'ai ici. Donc, θ transpose fois x va me donner un scalaire, qui est notre hypothèse avant d'appliquer la sigmoïde, qui doit être supérieur à 1 lorsque notre y est égal à 1. La même chose, si je fais la projection de mon x sur mon vecteur θ, la multiplication de cette projection fois la norme de θ, donc, ah oui, là, de θ, donc combien θ est long, cette multiplication doit être supérieure à 1 lorsque y est égal à 1. Voilà, donc ça c'est juste pour ceux qui veulent mieux comprendre les mathématiques qu'il y a derrière les machines à vecteurs de support. Donc ce qu'il y a derrière les machines à vecteurs de support, c'est d'essayer de maximiser une marge, et cette marge, c'est la projection de nos caractéristiques sur notre vecteur θ, et sur aussi donc notre limite de décision. Voilà, je voulais juste rajouter juste des précisions par rapport à la formule qu'on a ici et pourquoi on est passé de θ transpose fois x jusqu'à P fois la norme de θ. Donc, ces deux écritures sont exactement équivalentes en mathématiques. Donc, la multiplication de la transposée du vecteur θ fois x, qui est le dot product, c'est exactement la même chose que la multiplication de la projection de ce vecteur x fois la norme du premier vecteur qui est notre θ. Voilà, je pense que c'était tout pour les machines à vecteurs de support. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, jusque-là? Pas de questions, c'est clair? Très bien. Donc, si c'est bon, je vous remercie. Donc, ce qui nous reste dans notre programme, donc on va essayer de faire la classification bayésienne en utilisant la loi normale ou la loi gaussienne.
et c'est ce qu'on avait vu aussi durant le premier semestre, donc c'est exactement la même formule. Et on va essayer de jeter un coup d'œil sur tout ce qui est apprentissage profond. Et bien sûr, donc je vais essayer de trouver une séance pour mieux expliquer le projet. Le projet qui n'est autre que ce qu'on a fait en S1, on va juste passer à la phase suivante, qui est la phase de classification. Donc, on va utiliser un algorithme d'apprentissage automatique pour classifier nos segments qu'on a segmentés durant le S1. Très bien, donc bon, j'avais prévu de faire moins de temps que ça, euh, mais je pense que ça reste quand même un TP assez léger. Donc je vous remercie et on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine en présentiel. Merci à vous. Bonne journée à vous aussi.